Alors le titre est trompeur à plus d'un titre, puisqu'il ne sera pas question ni de Descartes ni de Sartre, ni même de Claudel. Pourtant, le titre, évidemment, est naturellement en écho avec l'ouvrage de Claudel, celui qu'il avait consacré à la peinture, L'œil écoute, un magnifique titre, expression belle, profonde. Claudel, lorsqu'il donnait ce titre à son ouvrage, voulait dire que lorsque nous contemplons une peinture, une cathédrale, évidemment, ce n'est pas avec l'œil uniquement que nous le faisons, mais avec le corps tout entier, avec l'âme, le corps tout entier, avec tout notre être, en fait, en sorte que le spectacle qui nous est donné à regarder par nos yeux résonne dans l'âme elle-même et nous parle. Même si, évidemment, c'est en silence que ce spectacle nous parle. Un tableau de maître nous parle, comme on dit que ça nous parle, en cela, d'ailleurs, qu'il nous rend d'abord muets d'admiration. Il nous arrête, il nous interroge, et entre lui et nous s'instaure comme un dialogue silencieux. Et c'est pourquoi, nous dit Claudel, l'œil écoute. Et Claudel s'était mis effectivement à l'écoute de la peinture hollandaise, de la peinture espagnole, et qu'il pouvait ensuite prendre la plume pour donner à entendre ce dialogue qu'il avait eu, qu'il avait pu tisser avec ses peintres et avec ses peintures. Néanmoins, ce n'est pas ici de Claudel dont je parlerai, comme je viens de dire, mais de Charles Péguy, qui est un des auteurs aussi qu'il m'est arrivé de lire et de travailler, qui est une sorte d'amour de jeunesse. Et donc, ce n'est pas non plus au même sens que nous allons prendre l'expression l'œil écoute, hein, dans la mesure justement où il s'agit ici plutôt de l'acte de lire, non pas de voir une peinture, mais de lire un texte, un certain art de la lecture. Donc la tâche ici n'est pas d'écouter en silence des œuvres dont l'art mobilise la vue, en tout cas d'autres sens que l'ouïe, et qui nous parlerait en silence et que le poète aurait pour tâche de restituer. Il s'agit véritablement ici de lire, et tout en lisant, d'écouter la voix de l'auteur que nous lisons, hein, à même le texte en quelque sorte qu'il nous offre à lire, comme si nous pouvions encore l'entendre à travers son jeu d'écriture, comme si au fond, à travers le texte que nous lisons, l'auteur continuait à parler à son lecteur, instaurer avec lui un dialogue intérieur. Donc c'est dans cette perspective que j'aimerais m'engager, où il y va de l'écoute d'un texte, où notre voix accueille, au fond, celle de l'auteur, laisse résonner dans sa propre voix la voix de l'auteur, de celui qui a écrit, quand bien même nous ne l'aurions jamais rencontré, ni même connu sa voix charnelle. Je ne sais pas si vous en faites, tout le monde en fait en a fait l'expérience, mais c'est tout à fait curieux. Mais lorsque nous connaissons l'auteur d'un livre que nous lisons, par exemple Régis Debray, lorsque je lis un livre de Régis Debray, j'entends sa voix à travers la mienne, parce qu'elle m'est charnellement connue. Et jusqu'ici, lorsque je lisais Luc Boltanski ou Arnaud Esquer, eh bien, je ne connaissais pas leur voix, donc je leur prêtais la mienne. Mais il y a comme une sorte de voix intérieure qui est là. C'est toujours une lecture active et qui se substituait à la leur. Mais là, il va s'agir au fond de savoir si il est possible, ne serait-ce que par le style de l'auteur, de reconnaître quelque chose comme une voix qui lui est singulière, avec son timbre unique, avec son grain inimitable, avec toute la variété de ses intonations. Et c'est bien ce à quoi Péguy a voulu se rendre particulièrement attentif. Il a voulu véritablement se mettre à l'écoute des textes qu'il nous donne à lire, et en un sens, il fut un lecteur avec une acuité exceptionnelle. Là n'était pas le propos de Claudel, mais néanmoins, on pourrait trouver un bel exemple de ce que je cherche ici à dire, lorsque dans son journal, Claudel, à propos de Péguy, confiait, non sans une pointe d'agacement, que Péguy écrivait à tue-tête. Il écrivait à tue-tête, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, en lisant, l'œil écoute aussi,
Et Péguy, par son style répétitif, bien connu, pouvait effectivement, aux oreilles de certains, être littéralement assourdissant. Mais c'était aussi reconnaître que dans sa prose vibrait encore sa voix, sa haute voix, qui continuait mystérieusement, au fond, à gronder sous sa plume, hein, au point même de hurler aux oreilles de Claudel, qui les avait trop délicates pour supporter un tel tapage. Donc, comme nous le verrons, ici, et je précise, ce n'est pas simplement la voix de Péguy qu'il va s'agir d'entendre par sa prose, mais d'une certaine manière, toutes les anciennes voix englouties, à l'écoute desquelles Péguy lui-même a voulu se mettre. Péguy est littéralement ici un lecteur hors pair par son art de lire. Il est celui qui s'est efforcé au fond, de faire remonter à la surface des textes toutes ces voix englouties qui, pour beaucoup, ne sont que des traces, et ne sont que des traces des archives de mondes eux-mêmes engloutis. Eh bien, il va s'agir au fond de faire remonter de ces textes-là, de ces traces, quelque chose comme un écho qui peut se faire entendre. Mais avant évidemment d'y venir, j'aimerais tout de même insister sur le paradoxe que peut être cette manière de lire, cette attitude assez étrange qui est celle de Péguy. Car évidemment, c'est d'abord un paradoxe que soutient Péguy ici, et il en est tout à fait conscient. C'est même presque une contradiction, hein, entre l'écrit et l'oral, entre le texte écrit et la parole de l'auteur. Et on se demande comment encore un texte peut laisser résonner la voix de son auteur. Et rien de moins, comme l'exige Péguy, sa voix, le ton même de sa voix. Donc cette difficulté est immense. Il le reconnaît, pour lui, il y a une contrariété profonde entre l'oral et l'écrit. Il y a une différence entre la parole et l'écriture qui est presque une différence d'être, de vie et de mort. La parole est vivante et vive. L'écrit est en un sens chose morte. C'est une différence qu'il doit à son maître Bergson, d'y mettre autant de différence entre l'oral et l'écrit qu'entre le présent et le passé, entre la vie et la mort. Et comme il le dit, dans l'écriture, il le dit, il y a un durcissement propre. Alors, vous le savez, Péguy, dans ses poèmes notamment, semblait redonner ses lettres de noblesse à l'oral, à l'oralité, en faisant parler Jeanne d'Arc comme une petite de village, parlant en quelque sorte un parler simple. Et beaucoup ont cru que Péguy, en quelque sorte, avait inventé des artifices qui permettaient de redonner de la souplesse à la langue, pour ne pas dire de la naïveté, qu'il avait cherché à étendre les vertus de l'écrit en y absorbant les vertus de l'oral. Mais ce n'est pas du tout justement son intention. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il n'a pas du tout voulu styliser le parler populaire. Il n'a pas voulu, comme il le dit, mettre la main à la plume et prêter sa plume à ceux qui ne savent pas lire, à ceux qui ne savent pas écrire, comme sa grand-mère, comme ses ancêtres, comme éventuellement Jeanne d'Arc, et à toute la foule anonyme. Là n'est pas son ambition que de convoquer les oubliés de l'histoire et de leur prêter en quelque sorte les talents de sa plume. C'est même tout le contraire. C'est que la raison en est simple, c'est que pour lui, cela n'a pas du tout été une promotion que d'être sorti de l'illettrisme. Ça peut paraître curieux pour un écrivain, mais pour lui, ce n'est pas du tout une promotion d'être devenu un homme de lettres, un citadin cultivé, surtout si l'on en vient à refermer le grand livre de la nature et à oublier même le peuple dont on provient. Donc il faut partir d'abord d'un diagnostic assez désastreux. Bon, ça c'est le côté Péguy un peu acariâtre, mais il estime que les modernes, nous tous, qui sommes devenus modernes, sommes devenus ce qu'il appelle des liseurs de journaux, et que nous avons laissé l'écrit envahir notre âme, et que pour cette raison, l'âme moderne s'est durcie, s'est desséchée, jusqu'à n'être plus qu'un zéro d'âme. Je le cite, « Nous, modernes, nous ne sommes plus que des macules de journaux ». Et en ce sens, les modernes auraient pleinement réalisé le fameux mythe de Teute dont parlait Platon. J'en dis
un bref mot. Dans le Phèdre de Platon, Platon évoque un mythe égyptien, un dieu, Teut, propose au roi Tammuz plusieurs inventions, l'invention du nombre, etc. Et parmi ces inventions, il y a l'invention de l'écriture. Il lui dit que c'est un excellent remède pour pallier à l'oubli, puisqu'avec les traces écrites, précisément, on peut combler ou surmonter l'oubli éventuel. Et Tammuz dit non, c'est pas du tout un remède. Pour moi, c'est quelque chose au contraire qui va désapprendre et qui va provoquer l'oubli, puisque d'une certaine manière, nous n'aurons plus besoin, grâce à ce support, de mémoire. Et donc, Platon, par la bouche de Socrate, reprenait ce mythe et nous mettait en garde contre les effets délétères de l'écriture, dont la naissance allait signer, au fond, à ses yeux, la disparition progressive des anciennes traditions orales. L'invention de l'écriture, conclut Platon, je le cite, en dispensant les hommes d'exercer leur mémoire, produira l'oubli dans l'âme de ceux qui en auront acquis la connaissance. Et là, on retrouve cette expression, il reprend le terme grec, et Jacques Derrida en avait fait un magnifique texte en préface, en guise de préface au Phèdre de Platon. L'écriture est un pharmacone qui a toute cette ambiguïté d'être à la fois le remède et le poison, le remède et le mal. Ambiguïté d'ailleurs que l'on retrouve dans le mot français de drogue, qui peut être à la fois un remède médical et en même temps le mal dont il est le remède, très curieusement. Eh bien, l'écrit, c'est cela, a cette ambivalence d'être à la fois le remède et le mal, cette trace matérielle qui peut servir d'expédient à l'oubli et en même temps qui peut être un remède, quand on en fait un usage peut-être excessif, qui peut être un remède qui aggrave le mal qu'il est supposé soigner, en rendant l'âme encore plus oublieuse qu'elle n'était. Eh bien, pour Péguy, l'écriture est bien cette drogue avec toute cette ambivalence du pharmacone. Je le cite, « Il y a dans la plume un virus qu'il n'y a point dans la houlette et la houe. » Et désormais, dans le monde moderne, nous dit Péguy, c'est le mal qui l'a emporté sur le remède. C'est ce virus qu'il y avait dans la plume qui a aujourd'hui tout infecté jusqu'à pénétrer, nous dit-il, notre intériorité. Et donc, en un sens, l'écriture, c'est bien un remède contre l'oubli, au fond que seuls les modernes ont vraiment réussi à rendre pire que le mal, en se laissant abuser par les prestiges de l'histoire. Alors oui, par rapport peut-être aux conférences qui ont été données, Péguy est plutôt un critique de l'histoire, encore qu'il ne cesse d'en faire. Donc rassurez-vous, il y a toute cette ambiguïté chez Péguy. Mais oui, il estime que les modernes ne jurent que par l'inscription écrite que par la chose écrite. Et d'une certaine manière, leur âme est désormais fripée comme du papier journal pour s'y être habituée à l'extrême. Et c'est pourquoi, au fond, pour elle, pour nous, il n'y a aucune mémoire. Tout est devenu pour nous historique. Plus rien, si je puis dire, n'est véritablement ou n'appartient à notre mémoire. Et donc on comprend mieux pourquoi Péguy est heureux de n'être pas foncièrement un homme de lettres et de ne même pouvoir jamais l'être un jour. Il le dit, il dit les Juifs sont lettrés depuis toujours. Et il rajoute, c'est pour cela que tous les Juifs sont visuels et visionnaires et qu'ils voient tout, pour ainsi dire, instantanément. Les Juifs, nous dit-il, sont lettrés depuis toujours, comme les protestants sont lettrés depuis Calvin. Et il dit, lui, moi, catholique, je suis catholique en ce sens que je suis un homme qui lit depuis ma mère et moi. En ce sens aussi qu'enfant, il a été entouré d'innombrables voix et que ces voix l'ont imprégné bien avant qu'il puisse tenir une plume. Donc il n'a pas, nous dit-il, cette vue instantanée, il n'est pas du tout visionnaire, il n'a pas cette vue instantanée et panoptique qui est donnée au visuel. Il est, lui, un être sonore. Et par là, il est avant tout un être de silence. Il est enfoncé dans le temps, il manque même d'une vue de surplomb. Il dit, j'ai peu de surface. Il a peu de surface, mais ce qu'il a perdu en surface, dit-il, il a peut-être gagné en profondeur. Je le cite, « Peut-être qu'une troisième dimension est-elle accordée à celui qui n'est pas visuel. » Et cette profondeur, cette troisième dimension, c'est précisément cela qui lui donne à voir et à entendre. Quand vous lisez L'Argent ou l'Argent Suite ou d'autres œuvres en prose, il le dit à chaque fois, il veut, par rapport au monde
qu'il veut nous donner à voir, il veut tâcher de le faire voir et tâcher de le faire entendre. C'est toujours cette double tâche qu'il se donne, comme si au fond Péguy avait un don particulier, qui lui vient d'ailleurs peut-être de ses racines paysannes, pour cette raison qu'il est le premier de sa famille à écrire véritablement, et qu'il est si peu habitué que ce sont toujours des voix qui lui sont données à entendre. Non pas simplement sa voix, mais toutes les voix oubliées du passé, de sa race, toutes celles des peuples aujourd'hui obturés, toutes ces voix qu'il entendait quand il était enfant, ces voix qui chantaient, et qui sont désormais, nous dit-il, ensevelies, ces voix même chrétiennes, ces voix antiques, païennes, toutes ces voix que l'Écriture, malgré tout, a conservées, tout en les effaçant sous forme de traces, hein, au point que, pour certains, pour nous modernes, elles ont été rendues presque inaudibles. Donc on devine même ici, essayons de faire une sorte de dialogue fictif, d'un dialogue qui n'aura jamais eu lieu entre Derrida et Péguy, mais on devine évidemment ce que Derrida aurait pu répliquer ici à Péguy, que Péguy a beau dire, mais au fond il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours le privilège de l'oral sur l'écrit qui est donné depuis Platon. Il y a toujours eu un abaissement, un rabaissement de l'écriture au profit de la parole vive, et qu'en cela, Péguy ne fait que reconduire cet ancien privilège que Platon avait déjà accordé à la phonée, sur le graphein. Ce n'est jamais qu'une répétition du platonisme. Mais à quoi Péguy aurait pu répondre, ou pourrait répondre à Derrida, ce qu'il a d'ailleurs répondu à Benda, puisque c'était un dialogue aussi qu'il faisait avec Julien Benda, dont on pourrait d'ailleurs penser qu'il a une position assez proche de celle qu'aura Derrida. Il dit que ce prétendu règne de l'oral sur l'écrit, que Derrida pointe du doigt, de toutes les façons, aujourd'hui a pris fin, si tant est qu'il se fût imposé un jour. Aujourd'hui, avec la modernité, triomphe le scriptural. Le triomphe est au scriptural. Et Péguy lui dira aussi qu'au fond, loin de s'opposer, sa réponse et la sienne, celle de Derrida, celle de Benda, sont au fond simplement deux attitudes possibles face au même problème, face à la situation qui leur a été faite dans le monde moderne. Ce sont au fond deux réponses légitimes, l'une comme l'autre, mais l'une, on pourrait dire, est une réponse chrétienne, l'autre est une réponse juive. Au fond, la réponse de Derrida, qui serait donc en un sens celle de Benda, nous inviterait à nous y faire, à nous faire à la modernité. L'oral est un mythe. La métaphysique de la présence a définitivement cessé avec le monde moderne. Nous aimons les archives, nous aimons les documents. Nous ne faisons qu'archiver et conserver des inscriptions et des traces. C'est ça qui nous importe désormais. Donc le monde moderne a bouché l'origine, en quelque sorte, a obturé la source jaillissante, a recouvert la présence du présent. Et le juif, comme le dit Péguy, vaincu depuis 70 et 90 siècles, eh bien lui est habitué à cela. Il est habitué à ce qui vient frapper de plein fouet le chrétien il y a peu de temps. Le juif est habitué puisque malheureux depuis Ève et depuis Adam, je le cite, Péguy, par l'expulsion, il figure la dispersion. Donc évidemment, le juif s'y retrouve bien mieux que le chrétien dans cette dispersion, dans cette dissémination, pour parler comme Derrida. Lui qui, partout où il a été chassé, n'avait qu'un livre à emporter pour se reconnaître lui-même, pour continuer à être un seul et même peuple. Eh bien, Péguy nous dit ainsi, le juif Benda pourra dire à Péguy, je le cite, le juif essaye de calmer le chrétien, que c'est pas grave, les archives, les documents, les traces écrites. Le juif essaye de calmer le chrétien, de remontrer tout cela au chrétien, que c'est encore très bien ainsi, qu'il faudrait pourtant s'y habituer. Voilà, je cite Péguy. Mais parce que le juif, nous dit Péguy, a la patience, l'inquiète patience, la force éternelle, le bonheur que n'a pas le chrétien. Chrétien, Péguy n'a pas la patience, lui, n'a pas la force éternelle du juif. Je le cite, il est dévoré d'une sourde révolte, d'une mauvaise volonté de rural, d'une rébellion de paysans. Il n'arrive pas à s'y faire, il s'y refuse. Donc voilà deux attitudes possibles face au monde moderne. Cela pour nous montrer au fond que l'époque qui est celle de Péguy n'est justement pas celle de Platon.
et que la critique que Péguy adresse à l'écriture n'a pas du tout, pour cette raison, la même portée. On pourrait dire même qu'elle se renverse complètement. Dans la mesure où le monde moderne a littéralement été asséché, endurci par l'écriture, que désormais le règne est à l'écrit. Et donc l'écriture n'y est même plus un remède dont il serait encore possible, si je puis dire, de contrôler le venin pour qu'il ne devienne pas un poison. Le mal est fait. Le mal, nous dit Péguy, est consommé. L'âme a été empoisonnée par l'écrit. Et donc, il y aurait comme un renversement qui s'est opéré entre Platon et Péguy, au sens où, au temps de Platon, l'écriture était comme un danger encore neuf, grosse d'une menace dont on n'avait pas encore pris toute la mesure. Donc c'était d'abord un remède dont il fallait se prémunir comme un mal possible. Eh bien, avec Péguy, c'est l'inverse. L'écriture est d'abord un mal contre, plutôt qu'un remède. On ne sait même plus que c'est un remède, dont on a oublié même qu'elle était un remède. Le poison, c'est déjà répandu partout. Notre mémoire, dit-il, est entièrement savatée. Elle ne retient plus que les nouvelles du jour. Elle oublie ces nouvelles aussitôt pour celles du lendemain. Néanmoins, et c'est ça la tentative que va faire Péguy, c'est que néanmoins l'écriture demeure un pharmacone. Mais notre citation est inversée. Ça veut dire que désormais c'est un mal dont il va s'agir de faire un remède. C'est en tout cas l'espoir qu'a Péguy, de faire que l'écriture redevienne salutaire. Une promesse en quelque sorte de mémoire reconquise. Donc vous voyez, Péguy, c'est celui qui va malgré tout maintenir cette ambivalence. Et c'est ce qu'il dit souvent. Je prends un exemple parmi tant d'autres, où il dit d'un côté, il dit, cette plume que j'ai en main, c'est mon instrument propre. Et elle me paraît dangereuse. Elle paraît un instrument dangereux. Poison. En fait, ici, c'est un poison. Et Péguy confesse qu'il lui arrive beaucoup encore de s'effrayer devant son propre métier d'écrivain. Mais de l'autre côté, il ajoute, mais il y a des compensations. Je le cite, quand ça marche bien, quand il écrit, il ne trouve pas que c'est un instrument dangereux. Voilà que, par son métier d'écrivain, le poison peut redevenir remède. Et cela, comme il le dit, c'est quand ça marche bien. Alors, en effet, il se met à écrire, et il se met à écrire comme il parle. Il réussit à écrire en ayant la même voix que lorsqu'il parle. Ou même, pour aller encore plus loin, parce que la situation de Péguy est tout à fait particulière, il est déjà entre le monde de l'oral et le monde de l'écrit. Il appartient à plusieurs mondes, il est à l'intersection des mondes. Et Péguy, si je puis dire, ici, réussit presque à écrire mieux qu'il ne parle. Car Péguy l'avouait lui-même, il ne savait pas très bien parler. Il était un très piètre orateur, je le cite, il ne parlait pas assez longtemps, il était tout de suite au bout de son rouleau, il ne savait pas développer, il parlait trop court, trop sec, pas assez de grands mots. Non pas ici que Péguy aurait voulu être un grand orateur comme Jaurès. Péguy écrit non pas pour régner dans le royaume des lettres, il écrit simplement pour apprendre à parler. Pour parler, je cite, comme causaient ses ancêtres paysans accolés à la vigne. Autrement dit, Péguy, c'est l'encre qui le rend bavard. Il écrit comme il parle parce qu'il ne réussit pas à parler comme il écrit. Et Péguy sait très bien, donc, au fond, que lui était déjà indigne d'être de ce temps-là, que lui déjà ne chantait pas comme les autres chantaient, qu'il constituait une exception. Et telle est effectivement donc la situation exceptionnelle, singulière de Péguy, que d'être à la bascule entre l'ancien monde, qui était baigné dans l'oralité, et le nouveau, qui est au contraire envahi par le scripturaire. Il est d'entrelacer ces deux mondes, et en quelque sorte de faire continuer à ce que résonne le premier dans le second, à faire, si je puis dire, qu'il soit encore possible d'entendre des voix dans et par le texte. Un peu comme, effectivement, Jeanne d'Arc pouvait entendre des voix, mais ici, vous voyez, enveloppée dans la doublure du texte. Et c'est pour ça qu'il ne cesse à la fois d'écrire l'histoire et de parler avec elle. D'écrire l'histoire et de parler avec elle, bref, de dialoguer sans cesse avec l'histoire. Et là, on retrouve ces deux grands textes extraordinaires, mais posthumes, dialogue de l'histoire avec l'âme païenne, Clio, dialogue de l'histoire avec l'âme charnelle. À chaque fois, il s'agit d'écrire et de parler, de l'écouter, de l'entendre et de la faire parler. Ce qui peut expliquer aussi sa manière d'écrire. Il ne s'agit absolument pas de retranscrire l'oral
comme s'il s'agissait de faire passer l'oral dans l'écrit. Il s'agit d'écrire, de se répéter, parfois en boucle, sans craindre le martèlement, afin que le texte sonne, afin que le texte résonne dans notre mémoire et que la trace se transforme en écho. Que par cet écho remonte la voix enfouie qui en a été à la source. Pour Péguy, rien n'est impersonnel. Quand il y a un écrit, il y a un auteur. Il y a toujours quelqu'un, si je puis dire, avec une voix unique, qui est attaché au texte que l'on lit et qui le situe, comme il le dit, dans le grand concert, dans l'éternel concert des voix humaines. Donc là, ce serait une manière de répondre à Derrida ou au mythe de Teut. Il n'est pas vrai que l'écriture n'ait pas de père. Il n'est pas vrai que le texte, sitôt que l'auteur l'a publié, devienne orphelin et qu'il ne puisse se défendre. À ses yeux, pour peu, si je puis dire, qu'on puisse lire le texte frontalement, parce qu'il y a un véritable art de lire chez Péguy, mais pour peu qu'on se mette frontalement face au texte, sans rien qui ne s'interpose entre lui et moi, eh bien, il est possible d'entendre la voix de l'auteur. Mais pour cela, en quelque sorte, il faut supprimer toute la glose qui vient s'y ajouter. C'est pour ça que Péguy avait une prédilection pour les éditions originales. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait un apparat critique, un préfacier, un introducteur. Tout ça, c'était des voix, si je puis dire, innombrables qui venaient couvrir ou qui risquaient de recouvrir la voix même de l'auteur. Et donc, toujours, il préférait acheter l'ouvrage tel qu'il était sorti la première fois, l'édition originale. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il nous dit « Je retrouve dans ce cahier, il prend un livre, le ton de nos vieux maîtres, ce qui vaut mieux, ce qui porte plus que la teneur et que le sens, que le texte même, ce qui est peut-être le plus caractéristique et le plus personnel étant de l'homme même, le ton. Je reconnais dans ces cahiers les voix mêmes que nous avons connues. » Donc là, il s'agit véritablement, encore une fois, de retrouver derrière la trace écrite la voix, les vestiges d'une voix, le ton, et ce qui est l'équivalent du ton dans l'écrit, c'est le style. Donc il s'agit pour lui, effectivement, d'entendre une voix, de faire en sorte que le lecteur, par cette voix, communie avec son auteur, qu'il y ait, comme il le dit, une communion du lisant et du lu, loin de devoir nous mettre, si je puis dire, à l'écart du texte que nous lisons, loin de le mettre en respect. Il s'agit véritablement, non pas de l'étudier avec respect comme le font la plupart, et comme nous, on l'apprend aussi universitaire, à nous mettre toujours à distance, à surplomber le texte. Il s'agit au contraire de pouvoir le réentendre, d'entendre un texte, de l'accueillir en quelque sorte en nous, pour lui redonner par la voix une vie et une chaleur. Donc pour lui, il s'agissait toujours de lire simplement, immédiatement, sans, si je puis dire, que rien ne s'interpose entre lui et nous. Car derrière les mots, il y a toujours une personne qui a parlé et qui a écrit. À ses yeux, les mots sans voix sont comme des idées en l'air, c'est des fantômes. Ça se meut, si je puis dire, dans l'imaginaire, et ces idées n'ont pas plus de consistance que des fantômes. La langue, réellement, n'existe que dans l'événement de la parole. Autrement dit, il faut pour lui, à chaque fois, qu'une voix charnelle retentisse quelque part et en quelque lieu. D'où un écho, même assourdi par le canal de la plume, puisse remonter à nous, les lecteurs. Comme ça a été le cas d'ailleurs hier, il ne s'agit pas simplement de lire des poèmes, mais en quelque sorte de faire que l'événement a lieu à nouveau, qu'ici et maintenant, une voix puisse retentir. Donc Péguy cherche à nous apprendre à écouter en lisant, à nous réapprendre à lire devant le texte mis à nu. Et si l'écriture elle-même a une voix, vous comprenez, elle ne saurait alors se confondre avec aucune autre, par superposition. Donc pour lui, l'idée d'une coïncidence, d'un plagiat ou d'une imitation n'a pas du tout de sens. Parce que deux voix ont beau dire la même chose, l'une ne pourra jamais recouvrir l'autre, qui continuera toujours de se faire entendre en elle. À ses yeux, toute voix est polyphonique. Lorsque nous parlons, si je puis dire, eh bien, il y a d'autres voix
qui se font entendre, qui résonnent. Donc voilà le défi qui est celui de Péguy, c'est au fond de dire qu'il faut lire le texte au ras de sa lettre, et que c'est dans la lettre même que l'esprit se trouve. Il s'agit en aucun cas, en quelque sorte, d'opposer la lettre et l'esprit, mais au contraire de pouvoir retrouver au ras du texte l'esprit d'un texte tel que, si je puis dire, on peut encore l'entendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il aime citer. Et il fait des grandes citations, parfois qui peuvent s'étaler sur 2-3 pages. J'ai souvenir par exemple qu'il citait Ernest Renan, et qu'à un moment donné, la citation était tellement longue qu'il avait fini par couper son propre exemplaire pour le coller dans son manuscrit. Parce qu'il estimait que c'était la seule manière d'entendre quelqu'un, un auteur, que de le citer. Et que le paraphraser ou simplement résumer l'idée, c'était, si je puis dire, lui faire perdre sa voix. C'était, si je puis dire, ne pas entendre ce qu'il avait à dire. Et qu'une citation est toujours meilleure qu'une mauvaise paraphrase. Et d'ailleurs, pour lui, toute paraphrase est mauvaise en cela qu'elle restitue l'idée sans la voix de celui qui l'a prononcée. Donc à chaque fois, il disait « écoutez bien ce que nous dit Renan, écoutez bien ce que nous dit tel ou tel ». Parce que c'est précisément par son style qu'on entend vraiment ce qu'il a à dire, par son ton. Voilà donc le paradoxe qu'il s'agit d'approfondir. Et Péguy, en cela, avait cette manie d'aller chercher justement même les archives. C'est bizarre, quelqu'un qui critique les archives et en même temps qui adore ça, puisqu'il estimait, si je puis dire, qu'il y avait presque une profondeur métaphysique dans cette manière de chercher dans les textes, dans les brouillons, le génie d'un auteur en formation, de saisir la forme, je le cite, et la pensée de l'auteur dans sa toute première indication, de violer le secret des brouillons, même quand il y en a. C'est qu'à chaque fois, il veut revenir, si je puis dire, au point où une œuvre a dessourcé. Et on citait les cours du Collège de France de Bergson, que j'ai en partie réédité, mais on le doit à Péguy. Ce qu'on ignore, mais on les a retrouvés à la fin du XXe siècle, en 1996, Péguy, qui se faisait une religion d'aller tous les vendredis de 3h à 4h au Collège de France écouter les cours de Bergson, lorsqu'il n'y allait pas, envoyait rien de moins que les frères Corcos, les sténographes officiels du Parti socialiste. Il ne voulait absolument pas, si je puis dire, qu'il ait un simple résumé du cours. Il voulait, si je puis dire, continuer à entendre la voix du maître. Et donc, il fallait, si je puis dire, que sa voix soit restituée à la virgule près, au mot près. Parce que justement, il s'agissait pour lui d'entendre encore, malgré le texte, en dépit du texte, la voix de celui qui parle. Cette voix unique qui se conserve dans la mémoire beaucoup mieux qu'un visage et qui donne à tout ce qu'on dit cette impression personnelle que rien ne peut remplacer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voix? Qu'est-ce qu'elle nous donne à entendre en plus? Qu'est-ce que ce style? Sinon la personnalité entière. Et c'est bien tout ceci que le style représente aux yeux de Péguy. Je cite cette phrase qui peut condenser tout mon propos. Voilà ce qu'il dit à chaque fois, et qu'il pourrait dire à chaque texte qu'il lit. Ne me parlez pas de ce que vous dites, je ne vous demande pas ce que vous dites, je vous demande comment vous le dites. Cela seul est intéressant. Donc il estime que ce qu'on dit n'est pas intéressant. Comprenez que ça veut dire qu'un autre aurait pu le dire à notre place, que ce n'est là qu'une idée qui peut très bien reposer immobile dans le ciel éternel de Platon, et que cette idée ne vaut rien quand personne n'est là pour la dire. Et d'ailleurs, peut-être que depuis 6000 ans d'humanité, comme le dit Péguy, tout a été dit. Ce sont des idées toujours momifiées, maniables, qui n'appartiennent à personne. Et qui, d'une certaine manière, appartiennent à tous, prostituées, comme il le dit. Elles sont littéralement équivoques. Là, ça, il ne le dit pas, mais équivoque, c'est un très beau mot de la langue française, puisque ça vient du latin ecus vox, dit d'une voix égale. C'est qu'un mot, une phrase, lorsqu'elle a été trop prononcée, elle est passée par tellement de bouches, par tellement de voix, qu'elle se dit d'une voix blanche qui n'appartient à plus personne.
Et donc plus personne n'est là pour en répondre, de sorte que ce qu'on entend devient équivoque, peut avoir plusieurs sens, puisque précisément personne n'a été là pour la dire et pour pouvoir, si je puis dire, en être l'auteur. Donc la manière de dire change tout. Il suffit qu'une idée ait été prise au sérieux, qu'elle soit dite sur un certain ton, pour que, si je puis dire, tout change, pour qu'elle s'insère dans le tissu de l'humanité, pour qu'elle s'insère hic et nunc. Alors une voix s'élève, comme le dit Péguy, qui rend l'idée neuve, quand bien même très ancienne, 1000 bouches l'auraient déjà dite 1000 fois avant elle. Je cite Péguy, Clémenceau, quand il est en verve, dit ce qu'il dit sur un tel ton que de le répéter derrière lui, on se rend toujours grotesque. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dire qu'après, on ne peut réentendre l'idée qu'avec la voix de celui qui l'a dit, par la manière même dont il l'a dite. Une voix, pour peu qu'elle retentisse avec force, inscrit l'idée quelque part, en un lieu, en un temps, qui la rend inimitable. C'est bien une manière, un style, un ton qui lui est donné. Donc l'idée, vous voyez, même là, je ne sais pas si je parle en philosophe, mais justement pour Péguy, ça ne suffit pas. L'idée, vous le savez, ça vient de eidos, du verbe eiden, qui veut dire voir. Et c'est vrai que les philosophes sont omnibulés par la vue et par un certain primat de la vision. Péguy nous dit que l'idée ne suffit pas si personne n'est là pour la proférer, qu'il faut une voix, et que l'humanité est un concert de voix. Et là est donc le ton, le style même de l'écrivain et donc l'homme tout entier. Alors je ne sais pas si je déborde, je ne me rends même plus compte du temps. Quand je parle de Péguy, je suis bavard comme lui. Mais vous voyez qu'à ses yeux, les mots dépassent par la parole qui l'a dit, qui parle, les mots dépassent leur propre sens dans le mouvement de la phrase, par le souffle même d'une voix qui les enveloppe dans son timbre, avec son rythme propre, avec son ton singulier. Et que c'est cela même qui donne véritablement le sens de ce qu'on dit. Même lorsque l'on parle, en quelque sorte, c'est toujours par même la posture, le geste, toute cette manière qui accompagne nos mots, que le sens déborde largement sur la pauvre signification des mots utilisés. Et là, il va justement se faire un redoutable herméneute de la voix. Parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent une chose dont le ton veut dire autre chose, et dont le ton veut même parfois dire le contraire de ce qu'il signifie explicitement. Et ça, il ne cesse de le faire, d'être un herméneute du ton. Péguy est un lecteur redoutable en cela. Je le cite, « Je ne juge pour ainsi dire jamais un homme sur ce qu'il dit, mais sur le ton dont il le dit. Ce que nous disons est souvent grave, sérieux. Le ton dont nous le disons l'est toujours. Ce que nous disons n'est pas toujours décélateur. Le ton dont nous le disons l'est toujours. » C'est-à-dire que, si je puis dire, c'est toujours le ton qui trahit le vrai sens de ce qu'on dit. Je pourrais prendre quelques exemples, mais prenons l'un d'eux. Après avoir fait paraître Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, un critique fait une mauvaise recension de son livre. Il n'en faut pas plus à Péguy, un peu, je reconnais, colérique, à Trabillaire, pour écrire tout un livre en réponse à ce critique. C'était un critique de la revue hebdomadaire dirigé par Fernand Laudet, et donc il a écrit un magnifique livre qui s'appelle Fernand Laudet, un nouveau théologien. Et il disait justement que ce qui reproche à l'auteur de l'article, François Legris, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais le ton, la manière dont il a dit, cette sorte basse de mauvaise familiarité de sacristie qui insuffle tout son propos. Il y a, comme il le dit, il vaut mieux des propositions fausses mais respectueuses qu'un discours émaillé de quelques vérités mais qui reste vulgaire par le mauvais ton qu'on lui donne. Donc à chaque fois, il est toujours attentif non pas à ce qu'un auteur a dit, mais à la manière même dont il le dit, qui, le plus souvent, très souvent en tout cas, dit exactement le contraire. Et ça, cet art de la lecture, il l'a évidemment surtout appris
à force de lire des textes de politique. Il est rompu, enfin, en quelque sorte, à toutes les combinaisons politiques et aux mensonges des débats parlementaires, je le cite, qui l'oblige à l'extrême prudence dans l'interprétation des textes politiques qu'on publie. Parce que toutes les ruses y sont présentes, plus retorses les unes que les autres. Et comme il le dit, on peut mentir dans ce qu'on dit, mais par la manière dont on le dit, on ne peut jamais mentir. C'est ça, en quelque sorte, qui trahit le politique. C'est ça qui permet, en quelque sorte, de trahir le Tartuffe ou l'hypocrite qui se cache dans l'écriture. La voix qu'on entend, elle, ne trompe pas. Donc, je pourrais multiplier les exemples, mais c'est une autre manière d'apprendre à lire ou à découvrir la prose de Péguy que de le voir se rendre attentif à toutes les voix innombrables du passé qu'il entend toujours. Je prends un autre exemple magnifique. Dans Les Suppliants parallèles, qui date de 1905, dans ce texte-là, Péguy est bouleversé. Il vient d'apprendre que la garde impériale a fait feu sur le peuple de Saint-Pétersbourg, ce peuple qui était venu demander à manger au tsar simplement parce qu'il avait faim. Et le tsar, en réponse, l'avait fusillé. Et dans cette requête populaire du peuple russe, qui était simplement venu mendier du pain, dans cette requête populaire du peuple russe, Péguy donc lit cette requête, mais Péguy entend autre chose. Il entend, je le cite, le ton digne de noblesse et de fermeté des suppliants antiques, qui dans l'Antiquité s'étaient prosternés aux pieds d'Oedipe, et sans la voix desquels, il dit, nous autres Français, nous ne pourrions rien comprendre, rien entendre aux événements de la Russie. C'est-à-dire qu'il faut toujours, si je puis dire, en même temps que le texte, écouter la voix de textes parallèles, de ces voix qui nous viennent de l'Antiquité et qui nous permettent parfois aussi d'entendre ce qui nous est dit dans l'actualité du jour, dans les événements de Russie qui lui parvenaient. Donc, qu'on se rappelle ce ton, ces expressions, il dira, mais voyez ce peuple, ce sont des ambassadeurs, les ambassadeurs d'un grand roi. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Alors j'en donne encore un, et je m'arrêterai ensuite. À propos des curés des laïcs, Péguy aurait voulu écrire tant de livres, et je ne me suis même plus à énumérer tous les livres que Péguy aurait voulu écrire, qui est beaucoup plus nombreuse, cette liste est beaucoup plus grande que celle des livres qu'il a effectivement écrits. Et il aurait voulu écrire un livre qui s'appelle Mes maîtres et les curés et les maîtres, enfin, parce qu'il disait, j'avais une maladie quand j'étais jeune, je croyais à tout ce qu'on me disait. D'un côté, j'avais mes maîtres laïcs, républicains, athées, et je croyais à tout ce qu'ils me disaient. Et puis en face, j'allais voir les curés qui me disaient l'inverse, et je le croyais tout autant. Donc c'était quand même tout de même un problème, mais il nous dit maintenant que je ne crois plus un mot de la métaphysique de mes maîtres laïcs et de ce qu'ils m'enseignaient, maintenant que le catéchisme des curés est devenu ma propre chair, que je suis devenu catholique, eh bien, il dit, malgré tout, je continue à donner ma confiance à mes maîtres au premier, et je continue à garder la même défiance à l'égard des curés. Il dit, tout est encore une affaire de ton. Il dit, c'est que mes maîtres, les maîtres qui enseignaient la laïcité, le disaient avec un ton, le ton avec lequel ils l'enseignaient, montrait qu'ils étaient, je le cite, de la maison qu'ils voulaient démolir. Peut-être même que, sans qu'ils le sussent eux-mêmes, ils étaient plus chrétiens que les curés sur lesquels ils tapaient. Je le cite, en tout cas, un libre penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos jours. Vous voyez ? Et donc, en un certain sens, par le ton, tout change dans la manière d'entendre quelqu'un. Et l'erreur, nous dit Péguy, précisément, c'est de ne pas faire attention à ce que les gens disent, ou plutôt de ne faire attention qu'à ce que les gens disent qu'ils font, à ce qu'ils disent qu'ils sont, à ce qu'ils disent, et non pas justement à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils disent. Et parce que plus profond, au fond, que l'écrit, plus profond que la parole, plus profond que l'action, à quoi on devrait prêter attention, nous dit Péguy, c'est précisément le ton, la voix avec laquelle on écrit, avec laquelle on agit, on parle, qui dévoile en quelque sorte le cœur et qui touche infiniment plus à ce que nous sommes. Voilà, je vous remercie.